Bonjour, bienvenue à ce cours d'hydrologie urbaine. Les acquis d'apprentissage visés concernent principalement le choix d'une pluie dans un problème dont le contexte général est l'assainissement. Plus particulièrement, ce cours a pour objectif de vous aider à choisir le format de la pluie avec lequel vous voulez travailler, c'est-à-dire est-ce que vous devez travailler avec une chronique ou plutôt avec des événements, et si vous voulez travailler avec un ou plusieurs événements, est-ce que vous devez choisir une pluie réelle, synthétique, comment choisir la durée intense ou la période de retour. Dans ce cas, je vous recommande notamment la lecture du Memento Technique 2017, ce guide de l'AST qui vient actualiser l'instruction technique IT77 qui fait référence dans tout ce qui est élaboration d'un réseau d'assainissement, et plus particulièrement le chapitre 5 qui a trait à tout ce qui est choix des pluies. Alors, première question, pourquoi un ingénieur en hydrologie urbaine, ou on dirait même en hydraulique urbaine, en assainissement, nécessite-t-il de travailler avec des pluies? Eh bien, toujours dans un objectif de définir un contexte, si on se réfère au guide La ville et son assainissement, donc du CERTU 2003, on voit que les différents objectifs d'un gestionnaire de réseau d'assainissement se définissent toujours par rapport à une pluie. C'est-à-dire qu'en l'absence de pluie, par temps sec, l'objectif est de collecter, transporter, traiter les eaux usées, que pour des pluies faibles à courantes, l'objectif est de protéger le milieu naturel récepteur du système d'assainissement, et que pour des pluies fortes à exceptionnelles, l'objectif est de protéger les infrastructures et les riverains des inondations par ruissellement urbain. Donc on voit que même si on regarde le prisme assainissement, la donnée d'entrée, c'est la pluie. C'est la pluie qui finalement pilote le choix du bassin versant, le choix du niveau de service. Euh, le début du problème, c'est la détermination de la pluie de projet. Et ensuite, on va dérouler les différents calculs qui permettent, par exemple, de choisir un plan d'action ou un plan de travaux. Alors, quel est le format d'une pluie? Alors déjà, on a deux types d'unités. On exprime une pluie généralement de deux manières différentes. Soit on parle de lame ou hauteur d'eau précipitée. Donc il s'agit de millimètres, c'est le volume d'eau tombée par unité de surface. On peut assimiler d'ailleurs 1 millimètre à 1 litre par mètre carré. On s'exprime aussi en intensité pluvieuse. C'est-à-dire que là on sera en millimètres heure et là c'est le débit moyen de pluie par unité de surface. Pour s'imager la chose, imaginons qu'il pleuve dans un aquarium, c'est-à-dire quelque chose d'étanche par définition. La lame d'eau, ce sera la hauteur qui tombe et qui s'accumule dans l'aquarium, alors que l'intensité pluvieuse, ce sera la vitesse à laquelle monte la hauteur d'eau dans l'aquarium. On a également deux approches, l'approche événementielle et l'approche continue. Donc l'approche événementielle, je travaille avec un événement. C'est-à-dire un événement, c'est défini par un début et une fin. Généralement, ça dure quelques heures, c'est une pluie. Et à ce moment-là, un événement pluvieux se caractérise par au moins deux paramètres. Dans ce cours, je vous propose de passer par la période de retour et la durée intense. On peut aussi avoir des approches continues, c'est-à-dire que là, on ne va pas travailler avec une pluie, mais une chronique de pluie, généralement qui va durer de quelques mois ou de quelques années. Suivant le type de problème auquel on est confronté, c'est-à-dire est-ce qu'on veut travailler sur des problèmes d'inondation par ruissellement ou si on veut travailler par exemple sur la protection du milieu naturel, on va devoir faire un choix sur ce type d'approche. Alors l'événement pluvieux, pour le choisir, on va déjà choisir sa forme et ensuite choisir les deux paramètres précités. Alors, pour la forme, soit on part d'une pluie réelle, c'est-à-dire c'est une pluie qui a été effectivement enregistrée sur la zone d'étude et qui sert de référence. On peut aussi utiliser des pluies de projet synthétiques. C'est-à-dire qu'on assimile la pluie à une forme dite caractéristique. Par exemple, on voit la pluie de Chicago ici, qui est une pluie sous forme de créneau. Généralement, on a tendance à utiliser en France, notamment pour les événements pluvieux forts, une pluie double triangle symétrique. C'est-à-dire qu'on imagine une pluie avec une durée intense au milieu où se concentre l'essentiel de la pluie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une pluie se définit par au moins deux paramètres. En assainissement, on aura tendance à considérer la période de retour d'une part et une durée intense. Autrement dit, je ne peux pas définir une pluie uniquement avec une période de retour. Dire je choisis cette pluie qui est de période de retour 10 ans, ça ne veut rien dire. Cette pluie est de période de retour 10 ans pour une durée intense de 15 minutes.
Voilà, il faut toujours associer un couple. J'ai besoin de ce couple d'informations. La suite du cours va justement montrer comment je choisis ces deux paramètres. En guise d'introduction, je dirais que la période de retour, c'est un choix politique au sens noble du terme, ça dépend des enjeux, ça dépend des coûts, du budget, ce que vous voulez, alors que la durée intense, ça c'est un vrai choix d'ingénieur. Alors commençons par le choix de la période de retour. Alors on n'a pas vraiment quelque chose de... On n'a pas une doctrine fixe qui vous aide à choisir une période de retour. Forcément, plus il y a de l'enjeu, plus on va essayer de se prémunir contre les événements les plus intenses, c'est-à-dire les plus rares. On peut comprendre que si on déborde, si un réseau d'assainissement par exemple déborde tous les 10 ans dans un parc ou dans des installations sportives, c'est-à-dire que si tous les 10 ans les écoles ne peuvent pas aller faire l'activité sportive dans un gymnase pendant 1 ou 2 semaines, on voit que c'est pas très très grave. Par contre, on ne pourra pas tolérer qu'un réseau d'assainissement qui passe par un talus SNCF empêche la circulation des TGV pendant 2 mois tous les 10 ans. Donc là, on va se protéger contre une occurrence plus élevée. Alors, on a des guides. Généralement, on dit voilà, une zone rurale ou une zone à faible enjeu, on va essayer de se protéger contre des pluies de période autour de 10 ans. Les zones résidentielles, 20 ans, un centre-ville où il est plus dur d'accéder ou de faire des travaux, on va prendre 30 ans, et des passages souterrains ferrés, 50 ans. Mais voilà, il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui est inscrit, qui est vraiment doctrinal, on ne peut pas vraiment se référer à un texte de loi. Je dirais même que sur ce point-là, les textes de loi sont des fois un peu contradictoires. Euh, Ensuite, il y a aussi un enjeu financier. C'est-à-dire que c'est sûr que si l'écart de prix pour des infrastructures données pour se protéger, pour passer d'un niveau de protection de 10 ans à 20 ans, il est que de 5 ou 10%, alors on essaiera de viser une protection 20 ans. Alors que si le coût des infrastructures fait x2 de 10 ans à 20 ans, alors on va y réfléchir. Donc voilà, ça c'est sûr que comme je disais tout à l'heure, c'est un choix politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il faut réussir à conjuguer plusieurs facteurs. On est vraiment dans la notion de risque là, c'est-à-dire la notion d'aléa croisée à une notion d'impact. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le choix de la période de retour. Et ensuite, il faut choisir une durée intense. Alors, pour illustrer cette notion de durée intense, je vais passer par un exemple du quotidien pour montrer pourquoi le choix d'une intensité pluvieuse est difficile et on doit le rattacher finalement à une fenêtre d'observation qui va être cette durée intense. Imaginez que vous allez de Paris à Chartres en voiture. Donc ce jour-là, c'est un vendredi soir, vous sortez de Paris en 1 heure, donc vous avez fait les 6 premiers kilomètres de votre trajet en 1 heure. Vous prenez ensuite la 10 pendant 1 heure et là vous arrivez à rouler à 130 km/h. Pendant cette heure-là, vous avez eu un moment d'inattention, vous avez roulé à 135 km/h pendant 3 minutes. Et in fine, vous atteignez chez le centre de Chartres enfin, vous allez de la périphérie au centre de Chartres en 15 minutes en roulant en moyenne à 30 km/h. Donc voilà, ici vous avez du coup votre vitesse dans le temps. On retrouve la première heure, on roule à une très faible vitesse pour sortir de Paris. Ensuite, l'heure d'autoroute avec votre moment d'inattention. Et le dernier quart d'heure pour aller rejoindre le centre de Chartres. Ce qu'on peut dire, c'est que du coup, vous avez fait un trajet vous avez fait ce trajet environ 2h15. Et donc, en moyenne, vous avez roulé à peu près à 120 km/h. Donc, si ma fenêtre d'observation, c'est l'ensemble du trajet, c'est les 2h15 de l'ensemble du trajet, vous avez roulé en moyenne à 120 km/h. Si je considère une fenêtre de 1h30, c'est-à-dire que je vais chercher la fenêtre sur laquelle vous avez roulé le plus vite. Donc forcément, ça va être la fenêtre centrée sur votre moment d'inattention, là. Bien sur cette 1h30 là, vous avez roulé à 123,5 km/h. Donc, sur la durée du trajet, votre vitesse moyenne c'était environ 120 km/h. Si je prends une fenêtre d'observation d'1h30, votre vitesse maximale c'était 123,5 km/h. Si je réduis encore cette fenêtre d'observation, si je prends sur l'heure, c'est-à-dire que je prends la fenêtre qui est centrée sur l'heure d'autoroute que vous avez faite, alors votre vitesse moyenne est de 123,25 km/h. Si maintenant je regarde une fenêtre d'observation de 30 minutes, encore une fois, bien sûr, imaginez que je balade ma fenêtre de 30 minutes le long du trajet. Et bien là où j'aurai la plus grande moyenne sur 30 minutes, c'est celle centrée sur l'autoroute et centrée sur votre moment d'inattention. Et donc là,
votre vitesse moyenne est de 130,5 km/h. Et enfin, si je regarde par exemple une fenêtre de 3 minutes, si je balade cette fenêtre de 3 minutes tout le long de votre trajet, c'est bien sûr les 3 minutes d'inattention où vous aurez la vitesse moyenne la plus élevée. Et donc là, votre vitesse moyenne maximale serait de 135 km/h. En gros, ce qu'on comprend avec cet exemple, c'est que votre vitesse moyenne maximale dépend de la durée de la fenêtre d'observation. Et que plus ma fenêtre d'observation est grande, plus cette moyenne est faible, plus cette moyenne d'observation est petite, plus je peux la centrer sur le moment où il y a le max, et donc plus cette vitesse moyenne maximale, est élevée. Je conclurai cet exemple de cette manière. La vitesse instantanée, c'est un concept, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être observé, mesuré. C'est-à-dire que même le compteur de votre voiture, il fait une moyenne. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il fait une moyenne sur 10 secondes, sur 1 seconde, même sur une demi-seconde, ça reste une moyenne. Au sein de cette demi-seconde où le compteur ferait sa moyenne, peut-être que votre vitesse elle a fluctué de plus ou moins 3%. Donc la vitesse instantanée, c'est quelque chose de conceptuel, ça ne peut pas être observé, mesuré. Donc à partir du moment où on veut vraiment utiliser une donnée, on est obligé de choisir une fenêtre d'observation. Et c'est exactement la même chose pour la pluie. Faisons maintenant la même démarche avec une pluie. Donc je vous propose de considérer la pluie dont on représente ici l'évolution de la lame. Donc on voit que c'est une pluie qui a duré un petit peu moins d'une heure, avec un pic ici vers 15h42. Et bien cette pluie, si je considère une fenêtre d'une heure, donc il faudrait imaginer, alors je vais même ici, imaginer, vous voyez que je déplace ma fenêtre. Donc si je prends ma fenêtre, que je la déplace comme ça, à quelle position j'aurai une intensité moyenne max la plus élevée? Et bien sûr, ce serait pour une position centrée sur le max qu'on voit ici. Et bien si on prend la fenêtre d'observation d'une heure centrée sur cette valeur-là, on obtient une intensité moyenne maximale de 32,6 mm/h. Si on fait le même exercice avec une fenêtre 2 fois plus petite, donc de 30 minutes. Donc encore une fois, il faut s'imaginer, hop, je sors du mode, je prends une fenêtre d'une demi-heure et je la déplace. Donc ici, j'aurai une intensité moyenne max assez faible, proche de 0. Là, ça commence à monter. Paf, là, c'est là que je suis le plus grand, le plus élevé. Et puis là, je vais rediminuer. Et puis, par exemple, ici, mon intensité moyenne max, elle redevient quasiment nulle. Donc ici, on a choisi de centrer autour du max, qu'on voit ici. Hop, je repasse. Et bien là, on a donc 59,6 mm/h d'intensité moyenne maximale, versus 32,6 mm/h tout à l'heure. Si je prends maintenant une durée d'observation de 18 minutes, j'obtiens 92 mm/h, et si je prends 6 minutes, j'ai 94 mm/h. Donc là, vous avez une synthèse des résultats qu'on vient de voir. Finalement, je prends une même pluie, je fais une moyenne glissante sur une certaine durée. Donc vous voyez par exemple ici, cette valeur c'est la moyenne sur l'heure qui vient de passer. Cette valeur-là c'est la moyenne sur cette heure ici. Et à chaque fois ça se décale. Là c'est la même chose mais avec 30 minutes, 18 minutes, 6 minutes. Et donc à chaque fois je mets en couleur le max que j'obtiens. Et on retrouve donc nos valeurs. C'est-à-dire que l'intensité moyenne maximale sur une période d'observation ou sur une durée intense de 1 heure, ici c'est 32,6 mm/h. Jusqu'à ici, une intensité moyenne maximale sur 6 minutes qui est de 94 mm/h. On retrouve là encore le résultat qui est de plus je diminue la taille de ma fenêtre d'observation, plus l'intensité moyenne maximale est élevée. Alors, quelles conséquences cela a-t-il quand j'analyse une pluie? Eh bien, je vous propose maintenant de considérer deux pluies. La pluie bleue, c'est la même pluie que tout à l'heure. Et on va dire que c'est une pluie qui est plutôt à connotation, on va dire, estivale, c'est-à-dire une pluie assez courte, avec une intensité plutôt élevée. Et puis maintenant, on a une deuxième pluie, que je vais appeler la pluie 2 en orange, qui est une pluie beaucoup plus longue, mais moins intense. Alors, ici, vous voyez dans ce tableau une synthèse des calculs. On retrouve ici, dans la première ligne, les calculs
des intensités moyennes max pour différentes durées intenses, donc 1 heure, 30 minutes, 18 minutes, 6 minutes. On retrouve les valeurs qu'on avait tout à l'heure. Et maintenant, le même calcul pour la pluie 2. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit que pour les 3 dernières durées intenses, les 3 plus petites, la pluie 1 présente toujours une intensité moyenne max plus élevée. Par contre, pour la durée intense 1 heure, c'est la pluie 2 qui a l'intensité moyenne max la plus élevée. Autrement dit, la pluie 2 est plus intense, c'est la plus intense des deux pluies pour les durées intenses supérieures à 1 heure, et la pluie 1, c'est la plus intense des deux pluies pour les durées intenses inférieures à 1 heure. Autrement dit, on ne peut pas vraiment comparer ces deux pluies. Imaginons que ces deux pluies aient la même période de retour. En fait, on ne peut pas vraiment comparer ces deux pluies, ou alors pour les comparer, c'est pour une durée intense donnée. Et on voit que finalement, suivant la durée intense qu'on considère, l'une ou l'autre pluie est plus intense. Alors quelles conséquences cela a-t-il? Autrement dit, comment je choisis la pluie qui est la plus impactante? Eh bien, imaginons deux villes. Alors, je ne suis pas sûr que ce que je dis sur ces villes-là soit absolument exact. Je dirais plutôt qu'on va avoir une approche un petit peu simplifiée pour mieux comprendre. Alors, je vous propose de comparer la ville de Grenoble, donc une ville qui est vraiment en fond de vallée, donc entourée d'un relief important, et qui, par contre, du point de vue hydrographique, est vraiment très en amont d'un cours d'eau, et la ville de Rouen, qui est une ville qui est vraiment, du point de vue de sa topographie, très plate, et qui est à l'aval d'un cours d'eau, l'aval de la Seine, puisqu'on sait qu'on est vraiment complètement à l'aval d'un grand bassin versant hydrographique. Quel est l'effet des pluies 1 et 2 sur ces deux villes? La pluie 1 est plus intense pour les faibles durées intenses. Or ici, on aura un bassin versant qui a un temps de réponse très court. Donc, la pluie 1 qui, elle, génère des débits de pointe plus élevés, ça va être encore amplifié par les pentes. Alors que la pluie 2, elle, génère un plus gros volume. Mais comme ici, de toute façon, on est très en amont du bassin versant hydrographique, on a vraiment de la capacité au niveau des exutoires. Autrement dit, pour une ville comme Grenoble, c'est plutôt une pluie type 1 qui va être plus impactant. Si je regarde la ville de Rouen, la pluie 1 génère des débits de pointe très forts, oui, mais en fait, ici, c'est plutôt écrété par les faibles pentes des bassins versants. Alors que la pluie 2 génère un gros volume, sauf que ici, la Seine, si elle est déjà très haute, du fait, parce que finalement on a déjà eu des apports hydrographiques très très forts en amont, donc si le niveau d'eau est déjà très haut et qu'on n'a plus d'autres exutoires et que c'est plat, on peut être très vite inondé. Donc, du point de vue de la ville de Grenoble, ce serait plutôt la pluie 1 qui serait plus impactante, alors que du point de vue de Rouen, ce serait plutôt la pluie 2 qui serait la plus impactante. Et là, je n'ai regardé finalement que la topographie et la position par rapport au cours d'eau. Il faudrait aussi regarder le type de réseau. Est-ce qu'on a des gros diamètres, des faibles diamètres, grande pente, forte pente? Est-ce qu'on a beaucoup de stockage ou peu de stockage? Donc, ce que je veux faire comprendre ici, ce qui n'est pas forcément absolument vrai pour le cas de Grenoble ou Rouen, le but c'est pas de faire un diagnostic de ces villes-là, mais à travers cet exemple, ce que je souhaite montrer, c'est qu'il n'y a pas de pluie plus impactante en soi. Je ne peux pas dire la pluie 1 est plus impactante que la pluie 2. Ben non, parce qu'on voit ici que suivant la typologie du bassin versant, on a des villes qui sont plus vulnérables à un type de pluie ou plus vulnérables à l'autre type de pluie. Donc, on revient finalement sur l'importance du propos, à savoir que pour une période de retour choisie, pour une période de retour donnée, il est très important de choisir la durée intense pour laquelle la ville sera le plus vulnérable pour être sûr d'avoir des infrastructures adaptées.